Je vais souvent au Louvre, avoue Henri Matisse. J'y vais pour étudier la technique de Chardin. Il réalisa d'ailleurs une copie de l'arrêt, tout comme ses confrères Boudin et Soutine. À propos de l'arrêt, Denis Diderot, qui se piquait de critiques et soutenait Chardin sans faillir, déclara: C'est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang. Pourtant, c'est Marcel Proust, dont les écrits sur la peinture comptent parmi les plus beaux qui soient, qui a laissé de l'arrêt une description qui lui colle encore à la peau, si j'ose dire. Au-dessus de vous, un monstre étrange, frais comme la mer où il ondoya, une raie suspendue est ouverte, et vous pouvez admirer la beauté de son architecture délicate et vaste, comme la nef d'une cathédrale polychrome. Mais malgré la force des mots de Proust, il ne lève pas le voile sur le mystère Chardin, sur le secret de ce peintre que personne ne vit jamais peindre et qui ne voulut jamais rien révéler de sa technique. Même le fidèle Diderot y alla d'une boutade, écrivant que Chardin se servait sans doute autant de son pouce que de son pinceau. D'ailleurs, y a-t-il seulement un mystère Chardin? Comment ce peintre, qui fut très apprécié de ses contemporains, a-t-il pu ainsi franchir les siècles et conserver son aura singulière au point d'être maintenant unanimement considéré comme le premier des modernes parmi les anciens? Qu'est-ce que le public de son temps voyait dans son œuvre? Comment l'apercevons-nous aujourd'hui? En quoi cette œuvre est-elle moderne? À première vue, rien que de très banal en effet. Des objets usuels reproduits sans artifice de mise en scène, sans pathos, sans émotion apparente. Alors pourquoi sa peinture nous émeut-elle autant? Pour sa littéralité peut-être. Nous montrant une quotidienneté sans rien en raconter, Chardin nous contraint en quelque sorte à trouver un sens à sa peinture dans le tableau lui-même, plutôt qu'à sa périphérie comme nous le faisons trop souvent. Mieux que d'imiter la réalité, l'art nous offre le moyen de porter sur elle un regard nouveau, nous dit Chardin par le biais d'objets restitués dans toute leur présence physique. Mais si cette possibilité éclaire sur la modernité de sa peinture, elle n'offre qu'une réponse tronquée à l'émotion silencieuse qui nous saisit devant un tableau de Chardin. Une déclaration que le peintre fit à son graveur nous renseigne peut-être mieux sur lui que ne le feraient toutes les spéculations. Il faut que j'oublie tout ce que j'ai vu, et même jusqu'à la manière dont ces objets ont été traités par d'autres. Par cette exigence qui fait qu'une nature morte de Chardin ne ressemble pas à une nature morte d'un petit maître du siècle d'or hollandais, le peintre nous captive, comme nous captivera plus tard un Giorgio Morandi, avec moins de technique, mais davantage de sobriété. Et puis il y a ce blanc si maîtrisé, au point que toutes les autres couleurs semblent se fondre pour mieux vers lui converger. Mais là encore c'est un peu court, car voyant sa vue faiblir, Chardin délaissera l'huile pour le pastel, et ce faisant, il révolutionnera l'art du portrait, comme il avait révolutionné celui de la nature morte. Quoi de plus brillant en effet que ces deux autoportraits grandeur nature, enlevés avec une fougue adolescente, où sa virtuosité complète si bien sa sensibilité. Alors je vais risquer une réponse forcément incomplète. Le mystère Chardin, c'est celui de son intemporalité, qui peut être tout autant le fruit du hasard que du talent. Pour ses contemporains, il a été en toute humilité le peintre du quotidien et de l'intimité, loin du sentimentalisme dégoulinant d'un Greuze par exemple. Pour ses aficionados du XIXe siècle, il a été le témoin psychologiquement affûté d'une époque révolue, donc idéalisée. Et pour ses admirateurs du XXe, il a été l'initiateur de toutes les géométrisations à venir, du cubisme en particulier. À quoi il faudrait ajouter que sa technique sans effet est hors mode, ce qui lui garantit de n'être jamais démodé.